Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire Drop 100% Rugby. Nous sommes le mardi 2 juillet et c'est la dernière de la saison avec de nombreux invités au plateau. Au programme de ce dernier épisode, nous parlerons de la journée Olympiade Inter-EHPAD, de rugby féminin avec les joueuses de la SM Romagna et de leur entraîneur, et de la très belle 10e place au dernier championnat de France de rugby à 7 en présence de nos U16 Bel Air au plateau. Mais avant ça, c'est le moment d'annoncer les résultats du week-end. Belle 3e place décrochée pour notre équipe senior de rugby à 7 à l'Open masculin de Delamont à Berlétan. Prochain rendez-vous avec le circuit Seven à Bruxelles ce week-end. Nos cinquistes en déplacement au tournoi des Sapins à Amplepuis ce samedi montent également sur le podium avec une belle 3e place pour la poule A et une 11e place pour la poule B avec le trophée notamment du Fair Play. On notera aussi la présence de nombreux jeunes supporters venus les encourager au bord du terrain. Rendez-vous fin août pour la reprise en vue de la prochaine saison 2024-2025. Je suis en compagnie de deux jeunes U16 de l'équipe Entente Bel Air qui comprend les clubs de Saint-Priest, Vénissieux, Mons et Le Col. Nous avons donc autour de nous au plateau Hugo Balatin et Raphaël Fossen. Bonjour à vous deux et bienvenue dans l'émission. Salut. Bonjour Nico. Alors, pouvez-vous nous faire un petit bilan de votre saison en U16 Bel Air et ce qui vous a amené à jouer au rugby à 7? Personnellement, une saison quand même qui m'a permis de connaître beaucoup plus de gens parce que le col, c'est des gens que tu vois tous les ans et ça fait du bien de jouer avec d'autres personnes parce que c'était souvent des équipes qu'on jouait contre et c'est déjà pas mal. Après, au niveau des résultats, niveau R1, donc la meilleure équipe du niveau U16, c'était des plutôt bons résultats contre des équipes qui étaient vraiment vraiment fortes. Et R2, on n'a pas trop joué en R2, mais c'était assez difficile la saison. Une saison un peu plus compliquée en R2 notamment. Raphaël, pour toi ? Moi du coup pour la R1 là où j'ai notamment joué, on a plutôt eu des matchs compliqués parce que c'était jamais facile étant donné que il y avait que des équipes de niveau R1 donc des assez gros clubs. Donc, du coup on a réussi à aller chercher quelques victoires et quelques scores serrés. Pour le reste de la saison comme l'a dit Hugo, ça nous a permis du coup cette entente d'atteindre un niveau bien plus élevé que ce qu'on aurait pu le faire avec le col. Et on a aussi pu donc découvrir de nouvelles personnes et faire une équipe beaucoup plus complète que les années précédentes où notamment on avait quelques problèmes où à certains endroits il manquait un peu des joueurs d'expérience. Voilà. Alors qu'est-ce qui vous a amené à jouer au 7 et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu de ce 7 là par rapport au 15? Ça change forcément, c'est pas du tout les mêmes repères sur le terrain. Hugo, Raphaël, oui. Ouais, ça change, c'est sûr que ça court beaucoup plus. Et du coup, ce qui nous a amené à jouer, c'est plus que les coachs, ils ont sélectionné les joueurs un peu les plus rapides, donc surtout les arrières, et quelques avants qui avaient des bonnes capacités endurantes. Du coup, on a eu quelques entraînements, on a pu faire le premier tournoi, donc on s'est qualifié on a réussi à mettre quelques bons résultats et des matchs plus serrés. La première fois, on a réussi à se qualifier, la deuxième fois, on s'est qualifié aussi grâce à un super match contre le Servette Genève où on a réussi à atteindre une super victoire 31-7. Et puis on a ensuite eu donc les finales. Donc entre ça, il y a eu quelques entraînements qui ont remplacé des entraînements basiques où on a pu donc peaufiner un petit peu les combinaisons et du coup pour arriver au maximum un peu au final où on a donc réussi à faire 2 victoires et 2 défaites au total. Et pour toi, du coup, Hugo, entre le 15 et le 7 ? Moi, ça n'a pas été une grande transition. Enfin, si, quand même, mais moi, mon père, c'est quand même. Il regarde beaucoup de 7. Je pense qu'il préfère le 7 au 15. Et donc, il m'en parle assez souvent. Donc, c'est pas quelque chose qui me change de d'habitude. T'étais déjà un peu habitué au 7 quelque part. Ouais, voilà. Mais pas sur le terrain. Et sur le terrain, c'est vraiment différent de ce qu'on voit à la télé parce qu'on a l'impression qu'ils sont là, ils ont autant d'endurance que... Enfin voilà, et nous, on est là et au bout de 2 minutes, on est fini. Et on est cuit assez rapidement, c'est vrai. Donc il y a beaucoup de changements qui se font, qui s'opèrent dans le 7. Comment vous sentez-vous alors après avoir atteint cette 10e place au championnat de France de rugby à 7 ? Déjà, moi je suis fier
de ce qu'on a fait. Je sais que après les championnats de France, c'était un peu du hasard pour savoir comment tu te qualifiais, parce que tu tombais contre une équipe, si tu perdais, t'étais directement dans la poule basse, et tu gagnais, t'étais directement dans la poule haute. Mais sur l'ensemble des résultats, on a fait 2 défaites sur tous les matchs qu'on a fait à 7, donc je trouve ça vraiment bien. Pour toi, Raphaël ? Ouais, c'est sûr qu'on a fait un super parcours, donc au total, sur à peu près une petite vingtaine de matchs, on a eu seulement 2 défaites. Et ça prouve un peu que c'était très dur, parce qu'en ayant seulement 2 défaites, on a quand même fini 10e au dernier tournoi. Donc d'un côté, quand on était là-bas, au début, on était un peu triste, un peu dégoûté, mais au final, en prenant du recul, on s'est dit qu'on était déjà outsider en arrivant là-bas. Il n'y avait que des clubs de national qui gagnaient les nationales, et nous, on a des clubs de bas de tableau en R1. Du coup, c'est quand même... en prenant du recul, génial, un très beau parcours en Seven, et ce qui a un peu, je vais pas dire rattrapé parce que la saison n'est pas ratée, mais ce qui a un peu embelli notre saison de R1, on n'a pas pu faire de phase finale cette année. Alors pouvez-vous nous décrire votre expérience lors de ce tournoi final à Saint-Céré ? Hugo ? Moi déjà, pour être honnête, c'était les tournois d'avant, j'avais presque pas joué parce qu'ils avaient des joueurs qui étaient plus compétents, qui avaient plus de cardio, plus de vitesse, plus de passes, enfin plus de un peu tout. Et celui qui jouait à ma place s'est blessé, et donc j'ai pris sa place, et ils m'ont trouvé bien à ce poste-là, donc j'ai joué presque tous les matchs, la moitié du match. Et ce qui m'a permis de vraiment comprendre ce que c'était sur le terrain, et je suis très fier de ce que j'ai fait et de l'équipe qu'on a montée. Voilà. Pour toi, Raphaël ? Moi, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à tous les tournois, et du coup, j'ai pu faire pas mal de matchs. J'ai pratiquement un peu joué à chaque match, plus ou moins, ça dépendait. Et ouais, déjà, on s'est rendu compte qu'il y a des joueurs qui ont pu plus jouer à certains tournois, mais en fait, selon les équipes, les joueurs amènent plus ou moins. Et du coup, ça a pu montrer que chacun a ses qualités à amener. Et au final, plus on montait, plus c'était compliqué. Parce qu'on a rencontré des équipes très solides. Et encore, c'était les équipes du bas de tableau dans les finales. Donc les gagnants comme Toulouse, Rennes, etc., je sais pas trop ce qu'on aurait pu faire contre eux. Mais ça montrait qu'on était arrivé à un niveau où il y avait d'excellentes équipes. Et donc, on a fait quelque chose de quand même très très bien. Alors, quel a été le moment le plus mémorable pour vous pendant le tournoi ? Un moment qui vous a marqué La notamment. Victoire contre Servette. Clairement, c'est vraiment la chose qui a marqué le Seven. Tout le monde n'en revenait pas. Enfin, mettre un score à une équipe qui était dans les phases finales de National, qui est la grande favorite du tournoi, c'est quand même quelque chose. Donc, ça, c'était quand même le grand moment marquant du tournoi, ou alors même les quelques victoires qu'on a réussi à avoir au final, c'était quand même vraiment marquant, parce que gagner contre des équipes comme je sais plus qui c'était Mâcon, je crois, peut-être. Dieppe, je crois, on a joué contre Dieppe. Une équipe de nationale comme ça, c'est quand même marquant aussi, je trouve. Quels sont, selon vous, les points forts de votre équipe qui vous ont permis de vous qualifier à ce stade de finale ? Hugo ? Déjà, depuis le début de l'année et à la fin de l'année, je pense qu'elles sont différentes. Parce qu'au début de l'année, je pense qu'on avait une équipe qui était solide autant sur les avants que sur les arrières. Et à la fin de l'année, je pense que c'était vraiment la communication sans se parler. Parce que on arrivait à créer des choses, mais sans l'annoncer, juste en se comprenant en jouant. Donc je pense que c'est ça la plus grosse qualité qu'on a. Raphaël ? C'est surtout, moi je suis d'accord avec Hugo, mais aussi j'ai trouvé qu'on avait quand même été très bon en défense, plutôt qu'en attaque. Le Seven, comme on dit, c'est souvent pas mal d'exploits personnels, et aussi bien sûr d'équipe, mais en défense je trouve qu'on a quand même été particulièrement solide, que ce soit sur le tournoi 1, 2 ou 3. On a réussi à faire des grandes choses en défense, ce qui est d'ailleurs un des endroits les plus importants en Seven. Si t'as pas de défense, tu peux pas gagner, tu te prends un essai à chaque action. Et justement, c'est comme ça contre Servette, ils ont perdu leurs moyens, pensant qu'ils jouaient contre des équipes plus faibles, une équipe plus faible. Et donc, en fait, c'est un peu grâce pour moi, la défense, qu'on a réussi à du coup progresser en attaque, parce qu'on récupérait plus de ballons, donc on a pu s'habituer à plus toucher de ballons, et du coup à arriver à un niveau plus élevé dans les matchs.
Donc une bonne défense de votre part, de la part du groupe en entier. Et justement, pouvez-vous nous parler de la préparation de l'équipe avant le tournoi et quelles ont été quelque part les clés de votre entraînement? Hugo. Moi, je pense que c'est vraiment les coachs. Enfin, les coachs, ils avaient plus ou moins d'expérience au Seven. Sachant qu'il y en a un qui a fait, là, qui est à l'île Maurice pour faire les championnats d'Afrique avec l'équipe d'Algérie de Seven. Donc, c'est vraiment Ayman qui nous a vraiment essayé vers le haut, qui a fait des partenariats, qui s'est vraiment investi dans le groupe, qui nous a donné des exercices à faire, etc. Même si aussi tous les autres coachs ont été très bons, nous ont hissé vers le haut, etc. Et ont participé à tout ce que Ayman faisait. Et je pense que c'est vraiment les coachs, même si les entraînements qu'ils préparaient étaient très enrichissants. Et en fait, c'est différent des entraînements à 15 parce qu'on travaille pas les mêmes choses. C'est beaucoup plus physique. Et parce qu'on n'a pas un ou deux gros qui est à la traîne, qui fait ralentir le groupe, etc. Il y a que des gens qui sont dynamiques et qui sont là pour progresser et pour jouer. Raphaël? Moi aussi j'ai trouvé déjà ils nous ont vachement aidé parce qu'ils nous ont déjà tout ce qu'ils nous ont réservé, donc ils ont pu nous réserver pour la dernière fois un camping avec où on y est resté 2 jours, où on a pu vraiment souder le groupe, on a vraiment pu s'amuser entre nous, donc avant le tournoi se relaxer, puis ensuite on a pu donc aller au tournoi, donc comme l'a dit Hugo, on a fait des partenariats, donc on a pu avoir des barres protéinées. Voilà, des barres protéinées, des shakers avec des boissons énergétiques. Donc ça faisait un peu... c'était assez marrant, ça faisait un peu plus... on se rapprochait un peu plus du monde professionnel, même si ça ne l'était pas. Avec une alimentation du coup adaptée. Avec une alimentation adaptée. Et du coup, j'ai trouvé ça bien parce que ça nous a montré un peu comment s'alimentaient les professionnels avant de jouer, etc. Parce que le tournoi, il faut savoir qu'il y avait 2 heures entre chaque match. Donc il fallait s'alimenter petit à petit et pas manger d'un coup parce que sinon on n'aurait plus d'énergie par exemple pour le match de 18h. Donc j'ai trouvé ça très bien aussi. Les entraînements étaient très qualitatifs parce que tout le monde savait que si tu voulais gagner ta place pour le dernier tournoi, pour le tournoi d'avant, il fallait bien jouer aux entraînements. Donc les entraînements ils étaient qualitatifs, les exercices étaient bien et on a pu profiter aussi autant sur le terrain qu'en dehors. Donc des entraînements adaptés, une meilleure nutrition, hygiène de vie quelque part aussi. Voilà, ça aide à avoir de meilleurs résultats, c'est tout à fait vrai. Alors, y a-t-il une équipe adverse qui vous a particulièrement impressionné pendant le tournoi final? J'ai trouvé, on les a pas forcément joués, mais on a vu que sur les gabarits, sur la vitesse, etc., les équipes, par exemple l'équipe de Rennes qu'on a vu, ils avaient quand même des gabarits extrêmement élevés. Les mecs, ça se voyait qu'ils faisaient tous de la muscu de plusieurs fois par semaine, ils couraient tous extrêmement vite, ils étaient tous préparés. On les a vus jouer leur premier match, on s'est dit qu'eux ils savaient ce que c'était du Seven, et on savait qu'il y avait vraiment des équipes qui avaient plus travaillé que les autres et qui avaient du coup de base des niveaux plus élevés de national, et on savait que ça serait des équipes très fortes et que si on les jouait ça serait très 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 compliqué de les battre. Mais et sinon dans les équipes qu'on a jouées, il n'y a pas forcément d'équipes qui nous ont impressionnés plus que ça, parce que en fait après avoir je te parle du dernier tournoi, mais après avoir battu Servette, en fait on avait un peu un état d'esprit où on se disait que en fait tout était possible, et donc il n'y a pas forcément d'équipes à part peut-être Orléans qui nous ont vraiment impressionnés, où on se disait qu'on n'avait pas aucune chance face à eux, pour moi. Pour toi Hugo? Moi, Orléans m'a pas du tout impressionné parce que ils ont fini 4e sur les 16, et quand on a joué contre eux, on se prenait 3 essais à 0 à la première mi-temps à peu près, et on a remonté 3 essais à 2 essais. Et donc pour moi, contre une équipe qui m'aurait vraiment impressionné, ça aurait pas pu être possible. Mais donc une équipe qui m'a vraiment impressionné, c'est Massif Central, donc ceux qui ont gagné. Parce qu'ils faisaient tous 1m80, 80 kg, et je comprends pas comment c'est possible de regrouper une équipe de 11 qui comme ça. Qui ont un physique plus imposant. En fait, c'était que des joueurs un peu rassemblés des grands clubs de la région, donc du Stade Français, etc. Donc on savait que si on jouait contre cette équipe, ça serait très compliqué, parce que c'est que des joueurs, des ailiers, des 15, des deuxièmes centres, des mecs super rapides, et ils ont rassemblé tous ces joueurs
pour faire une équipe avec uniquement des mecs super rapides. Et donc nous, on n'avait pas forcément uniquement des mecs super rapides, on avait fait le meilleur qu'on pouvait avec tous les joueurs qu'on avait, donc on avait d'autres qualités, mais c'est sûr qu'eux, ils avaient tout optimisé, ils étaient allés chercher des joueurs pour faire la meilleure équipe, il y avait presque des sélections pour faire le tournoi, enfin c'était quelque chose, ouais. Et eux, en plus, on les connaissait pas trop, on se disait que c'était Rennes les meilleurs, et eux, ils étaient encore plus forts, donc ouais, c'était assez impressionnant les finales quand même. Alors vous l'avez évoqué juste avant, vos coachs ont été là justement pour élever votre jeu, élever votre niveau. Comment avez-vous ressenti le soutien de vos coachs, des parents et des supporters pendant le tournoi justement? Avant, après et pendant. Déjà moi j'étais très fière des gens qui étaient... Enfin moi je jouais pour les gens qui étaient autour de nous. Je pense déjà à Colline qui est partie à l'hôpital parce qu'elle a fait une semi-crise d'épilepsie, enfin un truc comme ça. Et donc le match juste après, toute l'équipe pensait à elle en jouant. Je pense aussi aux propriétaires du camping qui sont venus nous voir jouer l'après-midi. Et à tous les parents surtout qui sont venus nous voir jouer, qui ont fait 4 heures de voiture juste pour ça. Et les coachs, ils nous voient jouer tout le temps et ils sont fiers de nous, et nous on est fiers qu'ils nous entraînent, quoi. Parce que c'est des personnes qui, certes, on les voit pendant 2-3 ans, mais ils restent toujours dans notre tête et dans notre cœur. Ouais, alors Colline qui va mieux, on rassure bien sûr nos auditeurs auditrices. Colline qui va même très très bien. Voilà, on l'embrasse à distance. Voilà, elle est en vacances. Son BPGEPS en plus est terminé. Elle l'a validé, donc c'est très bien. On la félicite bien sûr très chaleureusement. Oui, Raphaël. Oui, du coup les coachs, ils ont tout le temps été là. C'est sûr que on se souvient tout le temps de nos coachs, que ça soit U8, U10, U12. On se souviendra toujours de nos coachs, mais c'est sûr que là, ça sera quand même un événement qui restera gravé, parce que pour l'instant, moi, il y a pas beaucoup d'événements rugbystiques il y en a que peut-être 1 ou 2 ou même moins qui ont été à ce niveau-là dans ma jeune carrière. Donc je me dis que ça restera sans doute gravé très longtemps, et en plus je me suis fait plein de nouveaux potes, comme l'a dit Hugo au tout début, et donc j'espère que je vais rejouer avec eux. Donc ça serait normalement dans 2 ans je pourrais rejouer avec eux, et on essayera de le refaire comme on dit les coachs, et l'année prochaine on va essayer de le refaire aussi avec notre équipe du coup où on sera 2e année, et on essaiera de faire mieux, mais bon, ça risque quand même d'être très compliqué parce que on a mis la barre haute cette fois-là quand même. Mais c'est tout à fait possible, en tout cas, comme l'a dit Hugo, il n'y a pas d'équipe forcément plus forte. Voilà, il y a du jeu qui est développé et vous l'avez fait merveilleusement bien. Qu'avez-vous appris, justement, Raphaël, de cette expérience qui vous aidera dans votre futur de joueur, ou même dans vos futurs matchs? Que rien n'est impossible, malgré le fait qu'on ait perdu nos matchs. Fallait quand même se remettre... se redire qu'on avait quand même battu des grands clubs, et que du coup là où on avait encore un moral un peu nul, on s'est dit que ce serait très dur, que c'était Servette, et là on les a battus, donc c'est sûr que ça m'a fait apprendre que vraiment rien n'était impossible, et que au Seven plus qu'à 15, parce qu'on est moins en Seven, du coup au Seven on peut plus faire d'exploits, on peut plus créer l'exploit parce que c'est beaucoup plus court, et que sur 16 minutes tu peux plus créer l'exploit que sur 70 minutes où là faut tenir tout le match, alors que là faut aussi tenir tout le match car c'est très fatigant. Mais quand tu mets 3 essais au début du match, tu peux te dire que y a quand même un coup à jouer. S'il se rate un peu au début, tu peux te dire que si tu défends fort toute la fin du match, il y a quand même des coups à jouer. Hugo? J'ai rien à rajouter, à part que le Seven, ça m'a fait comprendre qu'un terrain c'était bien 100 mètres. Tu valides aussi, Raphaël, que c'est bien 100 mètres un terrain? Ça valide. Notamment en parlant de terrain, les travaux de la Sarah ont débuté il y a à peu près un peu plus d'une semaine, et puis où on aura un terrain tout neuf de 100 mètres de long et en largeur optimisée pour que vous puissiez, vous maintenant les U16, à partir de la rentrée après les vacances de la Toussaint, jouer ici à la Sarah. Alors, quels aspects de votre jeu personnel avez-vous amélioré grâce à cette compétition de Seven? Hugo? Moi, c'est surtout mon placement, parce que déjà au début de l'année, moi je joue demi-mêlée et j'avais beaucoup de mal avec mon déplacement d'un ruck à un autre. Et ça, mon père il m'a expliqué comment on faisait. Et le Seven, ça m'a beaucoup aidé parce que t'es tout le temps en train de te déplacer, tu peux pas rester statique, c'est pas possible. Et même si t'es à l'aile, tu peux pas rester statique.
Et donc le fait de jouer au Seven, ça m'a fait comprendre que il faut être hyper réactif. Dès qu'il y a une pénalité, il faut reculer directement. Sur une touche, si tu lances la balle, il faut directement que tu sois là pour aller la chercher, etc. Donc c'est tout le temps en mouvement. Moi, cette saison, j'ai joué 15 et comme je vous l'ai dit, en R1, on a joué contre des équipes très très solides et du coup, j'étais plus dans les côtés défensifs. Et du coup, au Seven, j'ai pu toucher énormément de ballons, ce qui n'a été moins le cas pour l'équipe à 15, car c'était pas plus compliqué, mais il y avait plus de défense, moins d'intervalles, parce que c'était du 15 justement. Du coup, là, tout le monde un peu a pu toucher plus de ballons, surtout pour moi qui cette saison j'avais un peu de mal, on va dire, comme on n'avait pas beaucoup de ballons et que comme avant il n'y avait pas beaucoup de postes, je débutais un peu dans le poste de 15 cette saison. J'avais joué très peu à ce poste là avant et du coup ça m'a permis de toucher plus de ballons, de prendre plus d'intervalles et de plus toucher du ballon, de prendre des intervalles, courir, ne pas avoir peur un peu de rater souvent, etc. Alors quels sont vos objectifs pour la saison prochaine ? Déjà de faire une super saison, parce que là cette année on a l'équipe, c'est nous les leaders et on va essayer de tirer l'équipe vers le haut, et ça je pense que c'est quelque chose de vraiment faisable, et de créer une équipe qui va pouvoir gagner et aller en phase finale et peut-être même gagner les phases finales. Ça je pense que c'est un objectif de toutes les équipes, mais moi je le prends assez à cœur. Raphaël ? Ouais, Hugo a très bien résumé pour le 15. Ouais, faudrait que, comme on va devenir plus des leaders, faudrait qu'on arrive à créer un bon groupe qui puisse aller en phase finale. Mais moi j'aimerais quand même aussi refaire ce Seven, parce que on aura du coup l'âge. Et en plus, comme on sera en deuxième année, cette fois, on pourra même encore plus apporter, vu que du coup, on sera cette fois les plus grands et pas les plus petits. Et du coup, ça pourra être génial. Et tout le monde, comme on aura déjà fait ça une première fois, nous, ce qui n'était pas le cas des deuxièmes années cette année, on connaîtra déjà, on pourra expliquer à ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et donc, on pourra là aussi refaire quelque chose de très sympa. En plus, Aymen continue avec nous l'année prochaine, donc il pourra s'en occuper d'une partie, enfin s'il le veut, s'en occuper d'une partie du Seven. Alors une dernière question, avez-vous un message à faire passer à toutes celles et ceux qui vous ont soutenu, qui vous soutiennent tout au long de la saison ? Déjà les remercier logiquement, et leur dire que il y a eu quand même des périodes où, moi ça a été un peu difficile, il y a des périodes où c'était un peu difficile au niveau du rugby, et qu'ils m'ont fait comprendre qu'il fallait pas lâcher et que ça servait à rien, et que c'était juste des moments où c'était plus dur, et que dans tous les cas c'était un truc où t'es trop attaché à ce sport, et donc tu peux pas le lâcher, et donc au final tu vas toujours retourner à ce point là. Voilà, j'ai que ça à dire. Moi aussi, il faut les remercier, parce que ils ont toujours été là, ils ont limite posé des jours de congé, de travail pour venir nous voir certaines fois. Ils prenaient tout leur week-end pour nous amener à nos tournois, parce que des fois on a joué loin quand même. Et je trouve ça extrêmement sympa de leur part d'être dévoués comme ça. Il y en a certains qui ont pris des photos, il y en a certains qui ont pu filmer, il y en a d'autres qui sont venus, qui nous aidaient pour toutes sortes de choses autour du tournoi, qui aidaient un peu les coachs, et surtout qui sont venus nous supporter. Du coup, il faut leur dire un grand merci, et tout le temps qu'ils ont pris pour venir nous voir, c'est quand même énorme. Et je suis pas sûr que y ait beaucoup de clubs qui aient des parents aussi dévoués. Et le message en tout cas est passé aux fidèles supporters, parents, familles qui vous soutiennent, et donc tout au long de la saison, et donc pour la saison prochaine, puisqu'en plus ce qui est super, c'est que vous serez ici à la Sarah. Merci Hugo, merci Raphaël d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi aussi. Merci. Alors vous restez avec nous, car maintenant on va parler de rugby, rugby adapté, et plus particulièrement de rugby EHPAD, avec l'interview exclusive de Clara Pizzolo, animatrice de l'EHPAD Les Amandines, lors de notre journée Olympiade Inter-EHPAD d'hier, et on revient juste après pour échanger ensemble dessus. Je suis en compagnie de Clara Pizzolo, animatrice au sein de l'EHPAD Les Amandines dans le 5e arrondissement de Lyon. Bonjour Clara, et merci de participer à cet échange. Bonjour, merci. Alors, peux-tu nous parler de ton rôle en tant qu'animatrice au sein de l'EHPAD Les Amandines ? Oui, alors moi je crée les projets d'animation au sein de l'EHPAD, donc que ça soit des activités plutôt jeux de société un peu standards, des sorties extérieures, et après des projets avec des intervenants extérieurs, des associations du quartier.
Alors, peux-tu nous parler et nous expliquer justement comment ce partenariat avec le rugby adapté a-t-il été initié ? Alors, il a été initié par une ancienne de Omnisport qui faisait une alternance à Omnisport et du coup qui nous a contactés parce que ça lui tenait à cœur de venir dans un EHPAD pour travailler avec les personnes âgées. Donc, elle nous a proposé des ateliers adaptés de rugby. Donc, au départ, ça a été un peu pris... ça a surpris quand j'ai proposé ça aux résidents parce que c'est sûr qu'on se dit du rugby en EHPAD, c'était pas ce qui intéressait trop au départ et ils étaient pas très partants. Mais finalement, dès qu'on a proposé, qu'on a testé, ils ont été très réceptifs rapidement. Oui, donc c'est avec le club Omnisport de Lyon justement. Et à l'époque, c'était Emma aussi qui était sur le projet avec moi. C'est ça. Interprété un peu bizarrement au tout début. Oui, oui, complètement. Les résidents, faire du rugby, pour eux, ils avaient vraiment la vision en plus un peu du rugby physique sur le stade. Ils nous disaient il manquerait plus qu'on fasse des plaquages. Vraiment, ils étaient plutôt surpris. Mais après, dès qu'ils vous ont rencontré, le club et vous, les intervenants, ils étaient très avenants, quoi. C'est très vite passé... Leur attente. Alors, quelles étaient tes attentes, toi, initiales, vis-à-vis de ce partenariat ? Alors moi, mes attentes, c'était vraiment un peu de sortir les résidents de leur zone d'habitation, faire un peu toujours la même chose. Finalement, ils ont leurs habitudes et du coup, on tourne parfois vite en rond. Donc, de permettre de rencontrer une autre association et qui propose vraiment une chose très différente, faire du sport, pour la mobilité des résidents, c'était important pour eux aussi. Et du coup, ça leur permet. Moi, mes attentes, c'était vraiment les faire sortir et qu'ils découvrent d'autres personnes, qu'ils ne soient pas seulement avec l'animatrice de l'EHPAD, comme tout le temps, quoi. Alors, quels sont justement les bénéfices observés pour ces résidents et résidentes participant à ces séances de rugby adapté ? Alors, la première là, qui me vient à l'esprit, ça serait la joie, quoi. L'humour, ils rigolent pendant toute la séance. Ils ont vraiment le sourire aux lèvres, parce que de se retrouver avec un ballon de rugby entre les mains, à jouer entre eux, vraiment, c'est vraiment le sourire, la joie. Et après, sur le côté un peu physique, ça les mobilise quand même beaucoup pour les bras, pour la concentration, se faire passer la balle, récupérer, réceptionner, viser. Donc ça, c'était le point physique où finalement, ça marche bien et on voit que des personnes avec plus ou moins d'autonomie, ils ont réussi, quoi, en fauteuil ou piéton. Et bien justement, as-tu remarqué des améliorations bien spécifiques en termes de bien-être physique ou mental chez ces résidents ? En termes de bien-être physique, oui, moi je trouve qu'on a vu une évolution là. Sur l'année où vous êtes venus, les premières fois, ils faisaient tomber les balles, ils avaient du mal. Après, on voyait qu'ils réceptionnaient bien, qu'ils attrapaient bien la balle. Donc, je trouve sur la manipulation du ballon, sur bouger les bras, ils ont des douleurs dans les épaules. Et finalement, en faisant l'activité, ils oublient un peu ces douleurs. Et après, sur le mental, c'est vraiment le bien-être, quoi. Et de coordonner aussi un peu, parce que des fois, on faisait des exercices un peu avec de la réflexion. Et là, ça marchait bien aussi. Et du coup, cette coordination entre la balle, répondre aux questions... Et justement, on essaie d'amener, autre que le sport, les activités sportives, on amène aussi à travailler la mémoire, la réflexion, les souvenirs. Justement, c'est le cas aujourd'hui. Alors, peux-tu nous parler justement de cet événement-là qui a eu lieu aujourd'hui au sein de l'EHPAD des Amandides avec un autre EHPAD, C'était une Olympiade inter-EHPAD avec l'EHPAD La Cristinière à Givors. Peux-tu nous parler un petit peu de cet événement d'aujourd'hui ? Oui, donc aujourd'hui, notre groupe, le groupe ACPPA, a organisé des Olympiades d'inter-établissement. Donc nous, on a accueilli la Cristinière, effectivement. Et du coup, animé par toi, Nicolas, on a fait une séance de rugby adapté. Donc nous, qui connaissions déjà, on a fait connaître aux autres résidents nos séances de rugby. Donc on a fait des jeux collectifs, des petites compétitions. Et le but, c'était vraiment de jouer ensemble, de s'amuser, de connaître un nouveau sport et d'avoir, d'avoir des petites médailles, quoi, à la fin. Alors justement, quels ont été les prix remis aux résidents et résidentes pour cet événement ? Donc on a eu 2 prix plutôt techniques de la personne qui lançait le plus loin. 2 prix techniques dans chaque établissement. Après on a eu la médaille du courage, donc pour une personne vraiment plus dépendante en fauteuil et qui a réussi à lancer la balle, à faire ces exercices qui étaient quand même plutôt difficiles pour elle. Après, on a eu la médaille de la participation de la... Le fair play. Du fair play, merci. Le médaille du fair play, donc pour une dame qui était plutôt à l'écoute, voilà. Et on a eu après la médaille d'or pour le gagnant de toutes les épreuves, donc qui était la Cristinière, pas nous, et la médaille d'argent pour nous.
Très bien, donc comment ont vécu ce moment les résidents et résidentes qui ont participé à cette séance de rugby et dans ce cadre d'événements olympiades organisés par le groupe ACCPA et les Amandines? Eh ben, ils étaient plutôt très très avenants et très dynamiques, quoi. Il y avait une très bonne ambiance. Voilà, il y a des encouragements, des applaudissements, il y a des familles, des bénévoles qui étaient là. Donc c'est vrai que ça a fait une bonne dynamique autour du projet. On avait décoré la salle avec des drapeaux, donc en plus on a pu jouer un peu avec ça. Donc vraiment il y a eu toute une ambiance autour des Jeux Olympiques qui amène petit à petit les JO qui arrivent, et du coup ça les a mis dans l'ambiance et on voyait qu'il y avait vraiment une ferveur sportive. Et oui, puisqu'on a fait un petit quiz sur déjà les drapeaux pour faire travailler la mémoire, et aussi eh bien, le symbole des Jeux Olympiques, les 5 anneaux, la symbolique de ces 5 anneaux. Voilà. Donc c'est vrai que c'était plutôt intéressant, c'était à la fois sportif et aussi ludique. Exactement. Il y en avait pour tous les goûts. Peux-tu, Clara, nous faire partager une anecdote ou un moment marquant qui illustre l'impact positif du rugby adapté, eh bien, sur un des résidents ou même sur les résidents en général? Alors, une anecdote, moi je dirais vraiment sur les premières fois en fait, où vous êtes venus, où les résidents ils avaient un peu peur, il y en a qui ne voulaient pas tester, quoi, qui étaient là, je vais venir regarder mais j'ai pas envie de le faire. Et finalement, en voyant le groupe s'amuser et échanger, ils sont petit à petit intégrés au groupe, et en fait c'est ce qui se passe toujours avec le rugby quand vous venez. On démarre, souvent le groupe est pas très nombreux, et finalement à la fin on se retrouve à plus avoir assez de ballons et que le groupe est trop grand. Donc c'est un peu ce côté qui donne envie finalement. En fait les résidents qui nous voient dans la salle, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, et ils ont envie de s'intégrer au groupe. Donc c'est ce côté-là qui me plaît bien. Oui. Et c'était le cas aussi aujourd'hui, puisqu'au début on a commencé avec, ils étaient 17 résidents, y compris les résidents de l'EHPAD La Christinière à Givors, et puis on a fini à 27 résidents. Donc c'est quand même pour dire qu'au fur et à mesure ils venaient tous, ils guettaient en fait au loin l'activité, ils voyaient que ça s'amusait, que voilà, il y avait un beau moment, en tout cas c'était assez festif et convivial, et du coup ils se sont dit bon allez, je franchis le pas et je vais aussi m'amuser au rugby. Et en fin de compte on s'aperçoit que le rugby c'est vraiment accessible à tous. Oui, ouais, complètement. Alors quelles sont les adaptations spécifiques mises en place pour rendre le rugby accessible justement et sécurisant pour les résidents? Bah déjà on fait beaucoup de rugby assis. Finalement on se lève peu. Au départ on avait essayé de faire des parcours, ça les mettait peut-être, il y en a quelques-uns qui arrivaient très bien, hein, mais sinon le reste du coup c'était un peu compliqué. Donc voilà, on adapte vraiment, on essaye de rester on est assis, les personnes en fauteuil roulant ils peuvent participer, on fait des passes courtes avec des personnes proches de nous, on adapte. Si la personne ne peut pas se décaler sur le côté, on vient se mettre en face. Voilà. Comme souvent on est plusieurs intervenants, Nicolas t'as accompagné souvent de jeunes de l'association d'Omnisport. Du coup c'est vrai qu'à nous tous on arrive d'adapter et d'aider au mieux, au plus près de leurs besoins et de leur niveau, quoi. Ils peuvent tous participer, même des personnes malvoyantes, en fauteuil, très dépendantes, réussissent. Et on le voit aussi aujourd'hui, tout le monde vraiment a réussi à s'amuser, à être intégré dans cette séance, dans ce projet de Olympiade de rugby. Quels sont justement un petit peu le ressenti des résidents? Comment toi tu le perçois? On l'a vu aujourd'hui, il y avait quand même un petit peu d'émotion quand même, surtout sur la fin, sur la remise des médailles, le fait d'être valorisé. Comment tu le perçois tout ça? Bah ouais, la valorisation, c'est vraiment le mot. Ils sont et en fait ils se sentent un peu poussés des ailes, on va dire. Là après, quand on leur a donné une médaille, il y a une dame qui a dit je vais pleurer, quoi. Vraiment, elle avait les larmes aux yeux de se sentir encore active et réussir à maintenir une activité, quoi, et en groupe. Et du coup c'est vraiment ce côté qui les met en avant, et ils se sentent ils se sentent plus forts. Alors selon toi, en quoi ce partenariat avec notamment le COL et le rugby adapté contribue-t-il à améliorer bien la qualité de vie de ces résidents? Je dirais par le bien-être, quoi. Quand ils partent de l'activité, ils ont de la fatigue, une fatigue réelle, mais en fait ils sont contents d'être fatigués. Des fois en EHPAD c'est long et ils sont fatigués de juste pas faire grand chose. Et là en fait de faire une activité physique, parce que c'est vraiment une activité physique pour eux, de repartir fatigué le lendemain, ils me disent oh là là j'étais fatigué, mais qu'est-ce que ça fait du bien, comme nous quand on fait une activité sportive en fait. C'est vrai. Et du coup ça c'est vraiment rigolo de les voir réagir comme ça, et après d'en parler entre eux. Moi je suis déjà restée le soir les accompagner au repas et je l'en entends parler à table. Oh, aujourd'hui on a fait du rugby. Mais quoi, vous avez fait du rugby? C'est pas possible. Donc, leur discussion entre ceux qui n'ont pas vu l'activité, c'est rigolo à voir et à entendre.
Et donc ils en parlent entre eux le soir justement à se remémorer leur passe et leur jeu sur l'après-midi. C'est vrai que c'est toujours un moment assez fort. On le perçoit nous en tant qu'intervenants, tu le perçois aussi, les résidents, c'est vraiment un moment fort et très convivial. Justement, nous, on essaye de mettre en place cette activité à partir de 15h à peu près, pour le terminer vers 16h, pour avoir ce moment de vie, d'échange convivial. Hein, au rugby, on sait qu'on a la troisième mi-temps, on l'a aussi en EHPAD, hein, alors bien sûr sans alcool, c'est plutôt des jus de fruits ou du sirop, mais en tout cas, on a ce moment de partage et de convivialité autour d'un goûter. Tu peux nous en parler justement de ce petit moment après l'effort, le réconfort ? Le réconfort, ça c'est sûr. En fait, on fait l'activité et à la fin, ils sont contents de boire un coup, de passer ce moment ensemble et en fait direct d'en rediscuter, de remercier les intervenants dès que vous êtes là. Je repense quand vous êtes venus avec des enfants en fait. Après c'est un moment où du coup ils peuvent discuter avec les jeunes, leur poser des questions. On a des fois un rugbyman qui vient, qui est très grand, qui les impressionne, donc à chaque fois c'est le moment où on en reparle. C'est un moment de convivialité où on se croirait dans un petit bar où on boit un coup tous ensemble après avoir été un match. Oui, c'est vrai que les actions qu'on a menées ensemble depuis le début, on en a eu plusieurs, autres que bien sûr ces séances de rugby régulières. C'est aussi, notamment, on a fait les box solidaires lors d'un Noël où on a convié nos jeunes de l'école de rugby. Donc on a créé ce partenariat-là intergénérationnel. C'est quelque chose qui est important, toi, justement, ce passage un peu de flambeau entre la jeunesse et les plus anciens. L'intergénérationnel, c'est ce qui marche, je trouve, le mieux en EHPAD. Et en plus, au moment où on l'a créé, c'était au moment des périodes des fêtes où les résidents sont plus isolés, se sentent plus seuls. Et du coup, il y avait une mobilisation de vos jeunes pour créer ces box, venir les offrir aux résidents. On a eu notre petit t-shirt dédicacé qu'on regarde souvent. Et du coup, c'est vrai que finalement, ces moments intergénérationnels, les résidents, ils sont plus à l'EHPAD, quoi. Ils oublient leur situation, leur lieu de vie dans l'EHPAD, dans l'établissement, et c'est vraiment un moment de plaisir, de partage où ils se retrouvent un peu grands-parents avec des jeunes qui leur offrent en plus des cadeaux. Donc c'était vraiment un des beaux partages. Et c'était aussi un très beau moment d'un point de vue de nos jeunes. Ils m'en reparlent encore avec plein de passion et de positif sur cette animation, l'activité qui a eu lieu, ce passage, on disait un peu ce passage de flambeau, les discussions qu'il y a pu avoir sur tous les sujets, mais en tout cas, c'était vraiment hyper intéressant et passionnant. Ils m'en parlent vraiment encore. Ils ont vraiment adoré ce moment-là. Mais il manque plus qu'on le refasse. Et bien sûr, c'est en tout cas notre objectif aussi de créer cette passerelle intergénérationnelle et de créer le plus d'événements là-dessus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a été donc sur les Olympiades. Je crois que vous partez, c'est quand la semaine prochaine, c'est ça. C'est vous, cette fois-ci, c'est les Amandines qui se déplacent dans l'EHPAD la Cristinière à Givors. Exactement, donc on part mercredi prochain pour faire une session de boxe du coup. Donc là, un intervenant viendra proposer de la boxe aux résidents de la Cristinière. Ils nous accueilleront, nous, pour faire une petite compétition comme celle-ci. Bon, tu nous diras quelle équipe a été vainqueur. J'espère que ce sera les Amandines. Ah oui, j'espère aussi. Voilà, je suis un farouche supporter des Amandines, forcément. Dernière question, comment envisages-tu l'évolution de ce partenariat, notamment ce rugby adapté, à court et moyen, à long terme ? J'ai l'impression déjà que le partenariat, il est bien ancré. On a fait une année où vous veniez tous les mois et après on a espacé l'année d'après, mais en tout cas on maintient toujours des rencontres régulières, des petits entraînements par-ci par-là, des visites, des événements comme celui-là. En fait maintenant Omnisport, c'est un partenariat certain de l'EHPAD et du coup je suis sûre qu'on va maintenir des projets, que ce soit avec les enfants, avec le rugby ou juste des visites. Nous on est allés au stade de la Sarah vous voir, c'était vraiment un moment que les résidents ils ont apprécié, d'aller à l'extérieur de l'établissement, en lien avec du sport. Et du coup, tous ces événements qu'on a pu créer ensemble, je suis sûre qu'ils seront maintenus sur les mois et années à venir, parce que maintenant, ça fait déjà combien d'années ? Ça fait pratiquement 2 ans. 2 ans, voilà. Donc... 2 ans qu'on maintient ce partenariat. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ça me tient aussi à cœur d'être présent avec vous et d'accompagner justement ces résidents, d'accompagner aussi dans les activités, dans les différentes animations. C'est vrai si on reprend justement cette expérience, puisque oui, en juillet dernier, juste avant la Coupe du Monde de rugby, les résidents des Amandines sont venus sur le terrain de la Sarah et pour la majeure partie, c'était la première fois qu'ils foulaient, on va dire, la pelouse d'un terrain synthétique. Oui.
Et ça avait été marquant, je m'en souviens, c'est vrai. Ça, c'est vrai que c'était impressionnant de les voir. Quand on est arrivé, ils sont collés à la grille et ils avaient hâte d'y aller. Il faisait très chaud ce jour-là et au départ, on a un peu hésité. Et en fait, c'était eux qui forçaient, qui voulaient vraiment se rendre sur la piste, sur le terrain. Et c'est vrai qu'ils s'y croyaient, quoi. Ils étaient à fond, ils étaient tout transpirants. Et encore une fois, là, on avait bu un coup après. Et là, c'était vraiment l'ambiance après-match. On avait une belle ambiance troisième mi-temps. Je précise encore, avec du soft, bien entendu, voilà, que ce soit dit. Mais c'est vrai qu'on a eu une très belle troisième mi-temps. Enfin, en fait, on a eu avant, on a eu au milieu. Bien sûr, on se rafraîchissait très régulièrement. C'était un temps d'activité, une séance qui était forcément très courte, plutôt courte par rapport à celle qu'on mène ici au sein de l'EHPAD, mais c'est vrai que c'était vraiment un très beau moment. Et ce qui était fort aussi, c'est qu'à la rentrée, du fait que BFM sont venus aussi filmer et capter des images, eh bien on l'a diffusé à la fin d'une séance de rugby adapté, on l'a diffusé aux résidents et aux résidentes, et pour beaucoup c'était la première fois qu'ils se voyaient presque à la télé sur grand écran, quoi. C'est ça, ouais, on l'avait diffusé et ils avaient adoré se revoir. Il y en avait avec leurs troubles un peu ne se souvenaient plus, donc en fait de se revoir, d'avoir vu qu'ils avaient réussi à faire tout ça et de s'être rendus sur le terrain, c'était vraiment beau, et même pour les salariés de l'établissement de voir ce que ça donne, parce qu'en fait les soignantes, elles se rendent pas trop compte des fois ce qu'ils font à l'extérieur, donc de voir leurs résidents courir presque sur le terrain de rugby, c'était drôle à voir. Et oui, c'était en tout cas un très très beau moment, et on le revivra bien sûr à la Sarah. Pour l'instant, le terrain est en travaux, voilà, jusqu'aux vacances de la Toussaint à peu près, mais on aura l'occasion justement de les faire venir de nouveau sur le terrain de la Sarah pour faire des animations rugby. C'est vrai que ça avait créé un bel engouement. Merci beaucoup Clara pour ces échanges et d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Avec grand plaisir. Et puis c'est toujours un très beau moment de venir ici au sein de l'EHPAD de la Sarah, et c'est vrai qu'on est toujours aussi content et à la fois fier, mais aussi de voir aussi les efforts produits de la part de ces résidents, et de voir justement l'évolution qu'il y a eu depuis ces nombreux mois et années également passées ensemble. On voit vraiment une vraie évolution pour la plupart, et dans le positif, et ça c'est vraiment chouette, et on souhaite vraiment continuer là-dessus. Ça, c'est sûr, je suis bien d'accord. Nous aussi, c'est un grand plaisir de vous accueillir à chaque fois, pour moi et pour les résidents aussi. Eh oui, merci beaucoup Clara. Merci. Nous venons d'écouter le témoignage de Clara Pizzolo sur notre action de rugby adapté en EHPAD. Alors je me tourne vers vous les jeunes, que pensez-vous de ce qui a été dit de cette action menée au sein d'un EHPAD afin de proposer à ces personnes âgées dépendantes de pratiquer une activité physique adaptée comme le rugby? Hugo? Alors déjà, moi je trouve ça super que le club il propose des activités comme ça, parce que je suis pas sûr que dans beaucoup de clubs, même à haut niveau, ils fassent ce genre de choses, même des plus gros clubs que le Col. Et moi j'ai participé à des actions notamment avec l'EHPAD, et j'ai trouvé ça super bien et super touchant de voir des personnes qui s'amusent vraiment et qui pratiquent une activité sportive, même si ils ont ils sont âgés, quoi. Et moi j'ai trouvé ça vraiment super, et ça m'a plu de le faire avec eux. Raphaël? Moi j'ai pas pu le faire, mais je trouve quand même ça très bien de permettre à des personnes qui n'auront sans doute plus la chance de faire beaucoup de sport durant leur vie, de pouvoir profiter du coup en leur faisant un peu découvrir le rugby. Et ça étend un peu tout ce que le club a fait, ça les fait découvrir le club à des gens qui pourront en parler un peu à d'autres gens, du coup on pourra faire d'autres trucs avec peut-être d'autres EHPAD. Et ouais, c'est sympa qu'on voit que du coup apparemment les personnes étaient super motivées, et du coup ça doit sans doute être sympa de voir que tout le monde est hyper intéressé, que tout le monde vient au fur et à mesure, tout le monde a envie de découvrir, et ça doit être sympa de se sentir écouté, et que tout le monde a envie de faire du rugby du coup adapté, mais que tout le monde a envie de jouer, d'essayer et de profiter. Et la particularité en plus du rugby adapté en EHPAD, c'est que majoritairement ce sont des femmes, et elles revendiquent justement le fait de pouvoir faire du sport même à leur âge, et elles ont envie d'en faire du rugby notamment. Et justement, il est 18h41 et c'est le moment ensemble de parler de rugby féminin. Je vous le disais en début d'émission, j'ai eu le plaisir d'échanger avec l'équipe féminine de l'ASM Romagna, vice-championne de France. Je vous propose d'écouter ensemble les propos de Vincent Farjas, entraîneur des avants, et Manon Guérit, joueuse de l'équipe, et on se retrouve juste après.
J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro Vincent Farjas, entraîneur des avants des féminines de l'ASM Romagna, et Manon Guéry, joueuse de l'équipe. Bonjour à vous et merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bonjour et merci. Bonjour Nicolas, merci. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, moi, le rugby, je connais le rugby depuis jeune. Mon papa faisait du rugby au niveau amateur. J'ai toujours un petit peu baigné dans le rugby. Et puis vers chez moi, il n'y avait pas de rugby proche, quoi. C'était minimum 40 km. Donc, j'ai fait un autre sport avant. Et au moment de m'orienter en post-bac, j'ai choisi Clermont pour venir essayer le rugby, pour le tester. Et depuis, je ne l'ai plus lâché. Et Vincent, voilà. alors Pardon Manon, vas-y, tu peux compléter. Non, pardon, je n'ai pas fini ma présentation, du coup, j'avais oublié la première partie de question. Je suis donc joueuse de la SM Romagna et je joue pilier droit depuis donc maintenant 11 ans. Très bien. Et toi Vincent, alors depuis combien de temps entraîneur dans le milieu du staff de l'ASM, et qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans le rugby ? Alors pour ma part, ça va faire 9 ans que je suis sur un versant plutôt rugby féminin, parce que mon travail c'est conseiller technique. Je travaille pour la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby, et par ce biais-là, en fait, j'ai connu le rugby féminin à l'époque sur le pôle espoir d'Issoire, et puis 3 ans plus tard, Fabrice Ribérol, qui lui était déjà en place, m'a contacté pour venir le rejoindre. Et puis depuis, je n'ai pas quitté le poste. Voilà, donc 6 ans avec les filles. Et voilà, donc bien content d'être là avec vous pour parler un petit peu de rugby féminin. Alors Manon, Vincent, vous êtes donc vice-champion et vice-championne de France. Comment décrirez-vous votre parcours cette saison jusqu'à la finale ? Alors, on peut dire que cette année, ça a quand même été une année assez exceptionnelle en termes de résultats. On a fait une très très belle saison avec, on a fini, on peut dire, presque en apothéose avec quand même une finale de championnat de France. On a eu un groupe qui était très large pour pouvoir aller chercher des performances exponentielles tout au long de la saison. Et du coup, c'était plutôt une très très belle saison et très intéressante en termes de contenu, en termes d'état d'esprit, en termes de tout ce qu'on souhaitait mettre en place depuis le début de saison, quoi. Donc très belle saison. C'est plutôt une bonne analyse, une belle analyse. Je la partage tout à fait. Nous, évidemment que on reste tous un peu frustrés, ou en tout cas déçus, parce qu'on est des compétiteurs, de ne pas avoir pu bien sûr remporter le titre. Maintenant, on n'a pas à rougir de la saison, bien au contraire. On voulait que les filles passent encore un cap dans le jeu, que nos supporters qui sont toujours aussi présents prennent du plaisir à venir voir les matchs des filles. Et franchement, ça a été le cas. Il y a eu des sacrés matchs dans le contenu, et évidemment donc les scores qui vont avec. Donc c'est vraiment une belle année, et en tout cas on retiendra tout le positif qu'il y a eu tout au long de la saison et la domination qu'on a pu avoir sur le championnat. Donc voilà, une belle année pour nous. Alors comment vous êtes-vous préparé mentalement et physiquement aussi pour cette finale ? Comment on se prépare un petit peu pour une finale de championnat, notamment Élite une féminine ? Manon. Je vais commencer à Vincent, répondre. Bien sûr. Je vais commencer à répondre, et Manon peut-être complétera après derrière. Pour notre staff, nous, la priorité, ça a été évidemment la récupération. Si on remonte un peu plus en amont des phases finales, évidemment, il y a eu un gros travail qui a été mis en place, et tout au long de l'année, on a eu quand même le bénéfice d'avoir notre préparateur physique qui nous a rejoint, et qui, je pense, a vraiment permis aux filles de passer un cap supplémentaire sur la dimension physique, que ce soit sur la course ou que ce soit sur l'aspect musculaire, on va dire. Ce qui fait qu'on est vraiment monté en puissance tout au long de l'année. Ça, on l'a vraiment ressenti. Et après, pour répondre plus précisément à la question, on avait joué la semaine précédente un match très complet, très physique à Toulouse. Donc, il a fallu faire récupérer les filles, tout en préparant mentalement, et on va dire que la semaine, elle a plutôt été sur la dimension mentale pour préparer ce match dans les meilleures conditions possibles. Et exactement, ça a été vraiment un travail. En fait, on commence le travail du début de la saison. Le gros bloc de travail, il a été principalement aussi, surtout pendant les 2 mois, un peu trêve. Enfin, trêve. Quand je parle de trêve, c'était trêve de championnat. On a joué la Coupe de France.
C'est la trêve pendant les 6 nations féminins. Et à ce moment-là, on avait vraiment remis une couche de travail supplémentaire avec une préparation physique et puis on rentrait un petit peu plus dans les détails, ce qu'on peut pas forcément faire pendant le championnat parce que on est en prépa match et on est plus sur la prépa du match à venir que sur du travail global. Donc ces 2 mois nous ont malgré tout fait du bien pour relancer la fin de saison, quoi. Alors Vincent, en tant qu'entraîneur et notamment des avants, comment évalues-tu la performance de l'équipe cette saison? Alors, si je dois te parler spécifiquement de mes avants, c'est une très belle année. Elles ont été vraiment dominatrices tout au long de la saison, même si parfois dans notre championnat il peut y avoir des écarts entre les niveaux d'opposition. On est bien d'accord que cette année, une équipe qui était en souffrance comme le Stade Français, voilà, c'était un peu moins logique pour nous de nous évaluer par rapport à ces équipes-là. Je pense que on s'était mis en route pour rivaliser contre les plus grosses équipes. On l'a fait. On l'a fait tout au long de l'année. Je pense que les filles en ont pris conscience et je pense surtout que nos adversaires maintenant savent aussi depuis quelques années quand même que sur le 8 de devant, c'est difficile de nous jouer et d'autant plus, comme l'a dit Manon, qu'on travaille vraiment sur un groupe élargi et que la volonté, c'est que pour ma part en tout cas, il y ait toujours 8 avant hyper performants tout au long du match. Donc remplaçant, titulaire, tous ces termes-là en fait existent, oui, mais sont surtout vis-à-vis de ce que ça peut apporter à l'équipe, quoi. Donc pour ma part, hyper satisfait. Et puis après, comme on est quand même toujours des insatisfaits, on touche aussi du doigt voilà, nos petits manquements, en tout cas la difficulté que peut être la conquête dans ces matchs de très haut niveau et comme une finale, où on doit donner énormément d'énergie partout. Et voilà, donc ça sera nos petits axes de travail pour la suite à venir. Alors selon vous, quelles sont les clés de la réussite de cette équipe cette année justement? En plus des avants, bien entendu. Ouais, en plus évidemment, parce qu'on travaille vraiment sur le collectif. Alors pour ma part, je vais laisser Manon en parler, mais je pense que moi, si je devais donner un mot, c'est le mot appétit. Moi, ce qui m'a vraiment plu tout au long de l'année, c'est que quelle que soit l'opposition, on a senti le même appétit, la même envie de faire notre jeu, de prendre plaisir à faire notre jeu, de défendre ensemble, très, très, très durement, avec voilà, de la générosité. J'aurais mis générosité ou appétit. Et du coup, moi, le mot qui me vient le premier en tête, mais du coup, ça rejoint les deux de Vincent, c'est état d'esprit. Vraiment, mais dans le sens positif. Vraiment un gros état d'esprit sur l'ensemble, j'en parlais tout à l'heure, sur l'ensemble des joueuses qui composent ce groupe élargi. Et je trouve ça hyper intéressant de construire avec un état d'esprit aussi sain. Quand ça a été facile, c'est toujours facile d'avoir un bon état d'esprit, mais même des fois, quand ça a été compliqué, il y a toujours eu l'état d'esprit, le très bon état d'esprit qui a aidé l'équipe à aller performer, quoi. Donc ça fait partie des choses qu'il faut absolument garder comme socle solide pour construire sur les années futures, quoi. En parlant d'état d'esprit, on y reviendra justement juste après avec d'autres questions. Cette saison, Vincent, Manon, quels ont été les plus grands défis que vous avez rencontrés en tant qu'entraîneur, en tant que joueuse, et comment les avez-vous bien surmontés? Dis Vincent, je t'en prie. Ok. Le plus grand défi, si on prend vraiment sur le plan de l'entraînement et en tout cas des objectifs qu'on s'était fixés avec Fabrice et le reste du staff, c'était en fait d'avoir les moyens de mettre notre jeu sur le plan offensif en place. Et donc ça sous-entendait d'être plus efficace dans nos déplacements, d'être plus efficace sur les zones de contact, même si le rugby féminin reste un rugby quand même assez ouvert. On a bien vu quand même que sur ces phases finales, la dimension physique a pris quand même une autre dimension. Et même si on plaide pour un rugby de mouvement, voilà, toutes ces phases de contact, défensive et offensive, sont vraiment déterminantes. Et donc nous, on a utilisé le mot maîtrise.
Et donc, l'objectif pour nous, c'était vraiment de devenir beaucoup plus en maîtrise dans notre jeu. Et c'est quelque chose qui est toujours très fragile, mais je pense qu'on l'a touché du doigt cette année quand même. Et là où on en est d'autant plus rassuré, c'est surtout que c'est le retour des filles. Et c'est le retour des joueuses qui sont sur le terrain. Et autant elles nous le renvoient et autant elles le verbalisent. Et donc, du coup, ça, c'est plutôt une réussite et qu'il faut remettre évidemment à chaque fois sur le charbon, quoi. Et pour toi, Manon, alors, le plus grand défi cette saison et comment tu l'as surmonté? Alors moi, je serais moins général, je vais parler d'un gros défi et qui fait partie des derniers, c'était d'aller jouer Toulouse à Toulouse. Ça, c'était un vrai défi, mais qui fait partie de la suite logique de la saison. Mais du coup, on sait qu'on était attendu au tournant sur ce match-là. Et du coup, ben, voilà, pour moi, c'est vraiment... Alors, la saison en elle-même était un vrai défi avec tout ce qu'a dit Vincent. Mais le vrai défi, c'était d'aller battre Toulouse, d'aller jouer Toulouse à Toulouse et du coup, de les battre. Et voilà, moi, c'était plus ça, c'est plus celui-là, le gros défi de la saison. En effet, un sacré challenge qui a été pleinement réussi par le groupe. Alors, Vincent, comment travailles-tu sur le développement individuel des joueuses? Enfin, travaillez-vous notamment avec les autres coachs de la section? Alors, il y a plusieurs facettes, on va dire. Dans un premier temps, on a des parties dans notre planification sur l'année où on va avoir un focus beaucoup plus individuel. On va dire que notre semaine, de façon générale, et sur les entraînements en tout cas fixes, a plutôt une vertu collective, ou en tout cas sur de l'effectif réduit. On va avoir des moments, comme l'a dit Manon, où par exemple, pendant les trêves internationales, on avait cette année une trêve pendant l'Automne Series, donc sur octobre-novembre, puis sur mars-avril, sur le tournoi Destination. Là, c'est des moments où on met un peu plus le focus sur l'individu, sur les dimensions contact off-dev, sur la dimension technique individuelle, où là, on va travailler vraiment, nous, coach, un peu plus précisément avec les filles. Après, on a mis en place tout au long de la semaine des entraînements, en fait, justement de technique individuelle. On a un entraîneur qui s'appelle Jérémy Jalut et qui nous a rejoint cette année et en fait, qui fait partie du staff aussi sur la dimension skills indiv. Et il propose des thèmes, on fait remonter des thèmes de besoin et les filles peuvent s'inscrire sur ces créneaux et en fonction des disponibilités et surtout de leur disponibilité, puisque c'est ça la vraie équation à résoudre en fait dans le rugby féminin amateur, on répond un petit peu à ce travail-là spécifique. Alors Manon, comment, bien de ton côté, décrirais-tu la dynamique et l'état d'esprit au sein du groupe? Alors, comme je t'ai dit, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Vraiment, ça fait partie du maître mot de l'équipe et je pense que tout le monde l'a bien compris. Alors cette année, on n'a pas eu un gros renouvellement d'effectifs et du coup, les filles qui se sont intégrées au collectif ont très vite pris le pli et compris que c'était comme ça qu'on voulait travailler, avec un bel état d'esprit. Comment ça marche? Alors ça marche sur le côté sportif avec beaucoup d'encouragement toujours. Il n'y a pas de mauvaise concurrence. Il n'y a que de la concurrence très saine chez nous. Alors je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en tout cas chez nous c'est le cas. Avec une grosse envie d'aider les plus jeunes à rentrer dans l'effectif senior. Et que tout le monde en fait à la fin arrive au même niveau et au meilleur niveau en fait. Il n'y a pas de différence de niveau sur ça. Et après sur la partie extra sportive, on a aussi un bel état d'esprit dans le sens où on a construit une association des joueuses et grâce à ça, ça nous permet de faire des choses en extra sportif parce que malgré tout, on passe 98% de notre temps ensemble mais sur le côté terrain. Et on trouvait important pour garder cet esprit et ce côté très, très sain du collectif, de construire quelque chose en dehors. Donc, on a une association des joueuses qui s'est créée. Et une fois par mois, donc, on se retrouve pour manger ensemble après un entraînement. Ça passe par là. Et puis par des activités diverses et variées. Notamment, il y a une semaine, 10 jours, un voyage de fin de saison, chose qui n'était plus fait depuis maintenant quelques années à Romagna, quoi. Donc voilà comment on axe tout ça pour garder une bonne dynamique entre nous. Alors maintenant, je vais en profiter pour rebondir sur ce que tu viens de nous évoquer. Allez, quelle est la semaine type même d'une joueuse de rugby à l'ASM Romagna? Vincent, tu peux aussi bien sûr compléter.
Alors la journée, enfin la semaine type, lundi soir, il y a entraînement, mais facultatif sur la récupération s'il y a eu match le dimanche, ou bien sur du cardio si on a besoin de développer. Ça, c'est du facultatif. L'obligatoire commence dès le mardi, avec le mardi soir un bloc d'entraînement, 1 heure muscu, avant 3 quarts séparés, 1 heure muscu. Au bout d'1 heure, on switch, on prend le terrain et les 3 quarts passent à la muscu. Voilà comment ça fonctionne, avec une partie vidéo en amont, soit pour préparer le match à venir, soit pour faire le débrief de ce qui s'est passé le dimanche. Donc ça, c'est le mardi. Le mercredi midi, il nous est proposé du travail au poste, de la technique au poste. Voilà. Ça, c'est le mercredi midi. Le mercredi soir, un entraînement collectif basé sur de la haute intensité. Donc là, il y a vraiment du volume. Le jeudi, musculation, avec 3 créneaux disponibles de musculation. Et le vendredi, collectif, et du coup, plus basé sur de la vitesse et de la mise en place pour préparer le match du week-end à venir. Voilà comment ça fonctionne. Ça, c'est sur la partie, entre guillemets, obligatoire. Et après, il y a tout ce qui est facultatif, plutôt en fonction des besoins et surtout de la disponibilité. C'est plutôt comme ça que je voudrais le dire. Comme le disait Vincent, les skills avec Jérémy, du coup, où là, chacune fait en fonction de ses besoins. Et puis après, il y a tout ce qui est soins kiné, quoi, pour les petits bobos. Voilà. Vincent, tu souhaites compléter justement sur la semaine type à l'ASM? J'ai pas grand-chose à compléter. Je vais juste en profiter pour parler un petit peu de l'ensemble aussi. Manon, elle a parlé de la vidéo, parce que c'est vrai qu'on a un préparateur, un analyse vidéo qui bosse avec nous, et donc du coup c'est hyper important pour nous d'avoir cet investissement-là. Et je fais le lien avec la question précédente aussi, où tu parlais du groupe, de la vie du groupe, la dynamique du groupe. Un vrai plus aussi qu'on a eu cette année, c'est l'investissement, en tout cas la participation active des filles dans tout ce qui est préparation des matchs et conduite, on va dire, de la planification, et donc d'avoir énormément de retours avec elles, ça nous aide beaucoup. Et je voulais compléter aussi avec le travail de préparation mentale qu'on a mis en place cette année avec Lionel Mansour, qui de façon collective ou individuelle peut proposer aux filles des solutions sur différents thèmes dont on peut avoir besoin, et dont on se rend compte justement qu'ils aident les filles sur les matchs de haut niveau, que ce soit en termes de communication, de gestion des moments forts, des moments faibles. Donc il y a une semaine bien complète. Je pourrais même parler aussi de notre lien avec le centre universitaire de rugby, qui est vraiment un lien hyper important pour nous, dans le sens où notre public, évidemment, est constitué de beaucoup d'étudiantes, mais qu'il est surtout hyper important pour le club d'accompagner les filles dans leurs projets, que ce soit universitaires ou professionnels. Donc ça, c'est aussi un point important pour nous, puisque 2 fois par semaine, les filles, les mardis midi et les jeudis midi, qui sont universitaires, peuvent s'entraîner aussi, soit sur une dimension individuelle le mardi, soit sur une dimension collective autour du rugby à 7 ou du rugby à 10 le jeudi. Donc on a essayé d'étoffer au maximum notre semaine pour que les filles qui ont toujours envie de travailler, finalement, et c'est vraiment le point commun que je trouve chez les filles, elles aient la possibilité de se positionner sur les créneaux qu'on leur met à disposition. Pour compléter justement cette dynamique de groupe, Vincent, quel joue le rôle de l'entraîneur dans la cohésion de l'équipe? Et pour celles et ceux justement qui nous écoutent, quels sont les éléments essentiels pour maintenir une bonne dynamique au sein des groupes? Alors, nous, on essaie d'utiliser quelques termes un peu qui nous conviennent et qui vont résumer un petit peu tout ça. Je pense que, évidemment, il y a la question du cadre, et il y a la question du cadre qu'on a défini ensemble. On essaie toujours de poser ça en début de saison, mais je crois que le cadre, en fait, maintenant, on a parlé tout à l'heure, c'est surtout le cadre que se définissent les joueuses. C'est-à-dire que il y a une certaine exigence, il y a une certaine ambition de bien faire les choses, de vouloir faire de la qualité aux entraînements. Et voilà, donc ça, c'est déjà un élément particulier, parce qu'après, en termes de cadre, on est face à des adultes, donc il n'y a pas d'ajustement. Peut-être chez les plus jeunes, quand elles découvrent un petit peu la vie étudiante, où on doit être un peu vigilante, mais non, au niveau du cadre, on a plutôt des filles sérieuses et engagées. La deuxième chose, c'est la communication, et on va dire en tout cas la transparence dans la communication.
Et moi, on m'a toujours dit qu'un groupe qui était fort en termes de cohésion, c'est un groupe qui est capable de tout se dire. Quand c'est bien, quand c'est pas bien. Et ce que j'ai énormément apprécié sur toute notre fin de saison, c'est que on ose se dire les choses. Et les filles nous font remonter les choses. Et on apprend aussi à se dire quand on a bien fait les choses et de positiver les choses. Mais voilà, je crois qu'il y a un vrai chemin encore à faire là-dedans, mais on a pris le bon chemin pour nous sur la transparence, la cohérence dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Et ça nous permet de se sentir encore tous un peu plus investis. Donc, je pense que ces 2 points-là sont vraiment 2 points hyper importants pour nous. Respecter le cadre, respecter l'équipe. Et puis, avoir en tout cas la parole libre, le fait de pouvoir aussi se dire les choses de façon transparente. Voilà pour moi. Ce qui est très important au sein d'un effectif, en effet. Manon, je me tourne vers toi. Vous l'évoquiez tout à l'heure, hein, juste avant, certaines joueuses donc, sont étudiantes. Alors, comment arrivez-vous à corréler justement votre vie d'étudiante, votre vie personnelle, aussi professionnelle en dehors du rugby, et les entraînements et les compétitions le week-end, justement? Ça passe par de l'organisation, beaucoup d'organisation. Déjà, il faut être prête à le faire pour pouvoir suivre le rythme. À partir du moment où on est prête à le faire, tout est déjà beaucoup plus facile, c'est déjà engagé, quoi. Et une fois qu'on est prête, il faut savoir s'organiser parce que c'est pas toujours facile de tout mener à bien. On reste comme disait Vincent, des adultes, des femmes, donc il faut gérer la vie perso à côté, il faut gérer tous les petits trucs du quotidien et puis le boulot, les études et puis le sport. Donc le but c'est d'en faire un maximum dans un temps qui est imparti, qui reste le même pour tous. Et voilà, donc de l'organisation beaucoup. Et puis je crois que ça passe principalement par ça en fait. Vincent, tu souhaites compléter ? Ouais, je complète parce que c'est exactement en tout cas la compétence numéro 1 qu'il faut développer. Au-delà du fait après d'être capable d'encaisser cette charge de travail, mais ça vient avec le temps, parce que évidemment d'avoir les ambitions qu'a ce groupe et d'avoir les ambitions d'être sur le haut du panier de l'élite 1, ça sous-entend beaucoup de travail aussi. Donc la réalité, elle est là. C'est combien de temps il me reste pour les autres activités que le rugby, que la préparation physique. Et du coup, comment j'arrive surtout à garder un équilibre. Parce que la réalité, elle est là. On a des filles, nous, qui sont depuis très longtemps au club, qui ont vu l'évolution aussi dans l'investissement, dans l'engagement que ça demande. Et on a aussi eu des moments où elles nous ont dit stop, là, j'ai besoin de souffler. Et là, j'ai besoin de me changer un peu les idées, j'ai besoin et ce qui est compréhensible. Parce que forcément, nous, le planning que Manon vous a donné tout à l'heure, c'est dès la reprise jusqu'à, et on va pas s'en plaindre, hein, mais là jusqu'à début juin où on était encore sur les derniers matchs pour la finale. Donc c'est un gros investissement. Et nous, on a un regard par rapport à ça, un peu un bon père de famille, un peu protecteur, parce que on voit bien que les filles, elles se donnent beaucoup, sans aucun intérêt derrière, on va dire, en tout cas, recherche d'intérêt, comme on pourrait le voir dans d'autres sphères plus professionnelles ou tout proche de nous sur des clubs fédéraux amateurs. Nous, elles ne sont pas dans cette logique-là, donc à un moment, il faut qu'on soit attractif, il faut qu'elles aient toujours envie de venir là et pas qu'elles se disent ouais non mais là ça suffit, il y en a trop pour le rugby et j'en ai plus assez pour moi. Donc il faut qu'on soit vigilant à cet équilibre-là aussi. Et comment justement arrivez-vous à gérer cet équilibre ? Parce qu'on le sait, au niveau du rugby féminin, la professionnalisation est en train, pour certains, d'être dans les tuyaux, dans les rouages, mais c'est pas encore forcément le cas. Les masculins notamment sont disponibles au club presque H24, du matin jusqu'au soir pour les entraînements. C'est pas le cas des féminines, hein. On rappelle une vie étudiante, une vie professionnelle, une vie personnelle à côté, et du coup comment vous au niveau du staff de l'équipe vous arrivez justement à gérer tout ça, parce qu'il y a aussi la gestion aussi humaine, hein, comme tu l'as dit Vincent dessus. Écoute, nous déjà il y a une règle qu'on essaie de maintenir, c'est la question de l'équilibre entre les différents projets, que ce soit
rugbystique, évidemment professionnel ou étudiant, et personnel. Et l'idée, c'est qu'on est persuadé que si les filles sont épanouies dans ces 3 domaines-là, ben voilà, il y aura des résultats, il y aura en tout cas voilà, de l'épanouissement sur l'ensemble des 3 thèmes. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, c'est qu'on les voit tous les jours. Donc à un moment, il y a un vrai travail aussi au quotidien de confiance, de ressenti, et de laisser la porte ouverte aussi aux filles pour que bah, si jamais il y a des moments de difficulté ou des moments un petit peu plus critiques, bah, qu'elles puissent aussi venir vers nous. Comme tu l'as dit, on n'est pas professionnel, donc à un moment, il faut évidemment être à l'écoute et savoir adapter les choses. Alors Manon, Vincent, comment voyez-vous l'évolution du rugby féminin et quel rôle pensez-vous que l'ASM Romagna peut y jouer ? Sur l'évolution du rugby féminin, peut-être, Manon, tu peux peut-être répondre. Toi, tu as vu un petit peu passer les différentes époques. Je prendrai la suite. Oui, oui, effectivement, tu as raison sur l'évolution. Je peux en parler. Ça fait du coup, comme je disais en présentation, ça fait 11 ans que que je joue au rugby et que je joue au rugby à l'ASM, enfin du coup à l'anciennement Ovalie Romagna-Soise, Clermont-Auvergne, quoi qu'il en soit à Romagna. Et quand j'ai commencé, alors on était en élite 2. On était en élite 2, on s'entraînait 2 fois par semaine. Après, bon, de temps en temps, si vous vouliez faire une muscu, il y avait muscu, mais c'était pas obligatoire, c'était au bon vouloir de chacune. En 2016, on monte en élite 1. On se maintient la première année en élite 1 et puis du coup pour tout le reste. Et là, on commence à prendre une autre dimension avec des entraînements déjà beaucoup plus rythmés, plus nombreux, pas beaucoup plus nombreux, mais plus nombreux, avec moins de part à si tu veux y aller, tu y vas, et si tu veux pas, tu n'y vas pas. Là, c'était devenu quelque chose de plus obligatoire, mais en fait, ça rentrait dans la logique de performance. Quand on est monté en élite 1, on savait qu'il allait falloir mettre les bouchées doubles pour continuer à ce niveau-là, et puis pour aller toucher mieux que juste le maintien qu'on avait eu la première saison. Donc naturellement, les entraînements ont augmenté avec la mise en place d'un préparateur physique. Et puis chaque année, en fait, il y a une petite nouveauté dans le staff, ou dans ce qu'on nous propose. Les skills l'année passée, la préparation mentale qui devenaient des choses, rentrer dans la semaine type d'entraînement, quoi. Donc une vraie évolution sur la partie travail et sur la partie engagement, ouais. Carrément. La suite de la question, tu parlais du positionnement du club, c'est ça, non ? Oui, de quel rôle peut jouer justement le club sur cette évolution du rugby féminin ? Alors, quel rôle il peut jouer ? Je vais te parler des choses qu'on maîtrise à l'heure actuelle. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a déjà un regard sur notre territoire, on va dire, sur le secteur. Et que le développement du rugby féminin, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Alors nous, on est au devant de la scène, on est sur la vitrine, donc on veut rester les pieds sur terre, en tout cas, c'est bien auvergnat, j'ai envie de dire, mais on a envie en tout cas d'être présent dans le temps et de construire les choses. Et je crois que ce qui se passe au niveau du club depuis... moi, en tout cas, je vais parler des années où je travaille avec Fabrice depuis 6 ans. On s'installe en tout cas dans la longueur, avec des filles issues de la formation, des filles qui viennent chercher du temps de jeu en élite chez nous, qui se développent grâce aux différentes équipes que le club propose. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on a envie de positionner le club dans les années à venir. Donc, voilà, de pouvoir être en tout cas... toujours un club historique du rugby féminin, car c'est le cas. C'est un club qui a un vrai passé avec la pratique féminine. Et puis, de pouvoir revivre le plus souvent possible des émotions comme on les a vécues ces dernières années. Et et puis entretenir, je crois, en dernier point, ce qu'a dit Manon aussi, parce que c'est vraiment l'ADN du club. Et ce côté, famille et plaisir à avoir envie de se retrouver, parce que la réalité c'est surtout ça, le rugby. Et je pense que le regain de motivation, d'investissement qu'il y a chaque année, c'est aussi dû à ça. C'est que les filles, elles sont contentes de se retrouver, que ce soit pour boire un coup, pour aller faire la séance de physique, ou pour aller pousser des mêlées, quoi.
Alors pensez-vous justement que, on le sait, hein, la saison prochaine, ça sera une poule unique à 10 équipes. Pensez-vous justement que le fait d'avoir une poule unique peut favoriser justement le développement du rugby féminin sur le territoire national? Du coup, je vais Manon, oui. prendre la parole sur cette question-là. Déjà, ce qui va permettre d'ouvrir un petit peu les yeux sur le rugby féminin, c'est entre guillemets, la simplicité du championnat que va devenir le championnat l'année prochaine. Beaucoup plus simple à expliquer quand on rencontre quelqu'un qui nous demande comment fonctionne le rugby. Oui, ça c'est vrai. je suis d'accord. Voilà. Une poule unique à 10 équipes, tout le monde se rencontre en aller-retour. À la fin, il y a les phases finales. Ça reste très classique parce que c'est ce qu'on connaît avec les masculins, avec le top 14. Donc déjà, en termes de visibilité, c'est tellement plus simple. Là, cette année, parfois, il a fallu être bien accroché pour... alors, encore en Elite 1, ça allait à peu près. Mais dans les réserves d'élite, enfin même en élite 1, avec les playoffs, play-down, les dernières rencontres, non, c'est vraiment très compliqué. Vraiment, c'est compliqué et du coup, il faut être très accroché pour vouloir suivre le championnat féminin. Donc déjà, ça va permettre au moins ça. Et après, ben, sur la partie sportive, l'avantage, c'est que tout le monde va pouvoir rencontrer tout le monde. Et ça aussi, on va pas se limiter à juste les équipes de notre poule avec peut-être 3-4 matchs du niveau qu'on a envie de montrer en termes de visibilité, et puis les autres, des fois, un petit peu plus compliqués à suivre ou à vraiment se pencher dessus. Enfin, voilà. Donc je pense que pour ça, ça sera beaucoup, beaucoup mieux de mon côté. Ton ressenti, Vincent? Ouais, c'est exactement ça. La visibilité, évidemment, et notamment parce que c'est le nerf de la guerre, c'est les partenaires, hein, faut pas oublier ça. Et donc, à un moment, quand tu présentes à un partenaire un championnat où il peut voir un match en septembre, puis le prochain match à domicile en janvier, puis un dernier en avril, les gens se demandaient en tout cas quel était ce type de championnat, et en tout cas nous faisaient comprendre que c'était peut-être pour ça aussi que c'était compliqué de venir nous aider. On a besoin de visibilité, on a besoin d'attractivité aussi, et donc le fait que les matchs vont être un peu plus relevés, ça peut avoir cet avantage-là. Déjà qu'il y a un public quand même qui commence à être un public connaisseur au niveau du rugby féminin, de week-end en week-end, il peut y avoir de belles rencontres. Et après, moi, en tant qu'entraîneur, j'y vois un dernier avantage, c'est forcément que jouer des matchs compliqués, en tout cas plus élevés tous les week-ends, ça va nous faire progresser. C'était un peu la recherche aussi par le changement de formule du championnat. Je pense qu'il y avait aussi, en tout cas, cette augmentation du niveau tous les week-ends. On l'espère. Il n'y a pas de raison, mais ça devrait être comme ça. Donc, que du positif. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Est-ce qu'on veut plus parler du rugby féminin, ou est-ce qu'on veut attirer une télé ou des droits de télévision? Enfin, après, il faut qu'on soit prudent aussi dans la façon de faire les choses. On veut absolument faire comme les garçons. Il y a plein de particularités chez les filles, et je pense qu'il faut le réfléchir. Notamment sur le fait que ce rugby soit plus attractif. Oui, mais on n'en est qu'au début encore, et donc il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place. Ça met un peu de temps à mon regard. En parlant de public et d'attractivité sur ce nouveau championnat, quel rôle jouent les supporters dans vos performances et votre motivation? Manon. Alors du coup, c'est un point sur lequel je voulais revenir, et puis finalement, les questions se sont enchaînées, mais quand on parlait d'évolution de rugby féminin, j'ai parlé beaucoup de travail et d'entraînement, mais il y a aussi ça. Il y a aussi le monde qui remplit les tribunes chaque week-end. Alors, il est différent au départ quand on montait en tribune après le match. On avait la famille de chaque joueuse qu'on finissait toutes par connaître à force, etc. Et puis, petit à petit, surtout notamment après le titre de 2021, on a vu un public... on va dire de curieux qui s'est dit elles sont championnes de France, on va peut-être aller voir à quoi ça ressemble, et puis de plus en plus on a des gens finalement des supporters qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, et qui sont là en tribune chaque week-end, ou au moins un week-end de temps en temps, pour venir voir à quoi ça ressemble. Donc entre guillemets, c'est une vraie source de motivation, parce qu'en fait les gens viennent une fois et on se rend compte qu'ils reviennent, et du coup pour ça on se dit toujours qu'on a gagné déjà quelque chose. On a gagné le fait que notre rugby plaise aux gens. Et puis ça reste une satisfaction pour nous, parce que, alors certes, on joue au rugby pour nous, mais on veut surtout proposer du beau rugby, du rugby que les gens aiment.
Et quand on voit le public revenir, on se dit que c'est le cas. Donc à partir de là, déjà, c'est une vraie satisfaction et une source de motivation supplémentaire. Après, à Romagna, on a l'avantage d'avoir vraiment des tribunes remplies très très souvent, régulièrement à Romagna, avec 500-600 personnes chaque week-end. Et on se rend compte qu'on attire encore plus quand cette année, on a réussi à jouer au Michelin avec un record d'affluence à plus de 6000 personnes. En fait, on se dit qu'on est en train de gagner quelque chose, que les choses vont doucement, mais que quand même, on est dans le bon sens. Quand on voit que les gens sont là et les gens reviennent et que ça plaît aux gens et que les gens ont encore envie, c'est vraiment très motivant pour nous. Vincent, par rapport à cette venue de supporters qui vous encouragent chaque week-end? Ouais, c'est génial. Si tu veux, alors sans faire le vieux, mais ça me rappelle vraiment moi ce qui m'a amené dans le rugby et ce qui m'a toujours plu. Et les gens, je pense, retrouvent ça aussi quand ils viennent, voilà, d'avoir les joueuses qui viennent les voir dans les gradins, ce côté au bord du terrain, un peu et de venir pousser et voilà, de prendre en affection un peu nos joueuses. Et puis après, le côté aussi, attention. Rugby, on va dire quoi. C'est que moi j'ai beaucoup d'amis ou en tout cas des gens qui n'étaient pas forcément rugby féminin et qui me parlent du plaisir qu'ils ont à voir les matchs, du plaisir qu'ils ont à voir l'engagement des filles, la fraîcheur dans le jeu, voilà, dans les émotions que ça procure. Voilà, je pense que on est en train de séduire. C'est ce que disait Manon et voilà, et après, il y a des petites cerises sur le gâteau, comme d'aller jouer dans le Michelin avec une partie du stade pleine à craquer, et où là, on se sent un peu tout petit par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre, mais où il y a un regain d'énergie. Enfin, je pense que cette année, à chaque fois que les filles ont eu à jouer sur le Michelin, et quand même plusieurs fois, 3 fois quand même dans l'année, nous, la semaine de préparation, on sait que il y aura pas grand-chose à dire pour que les filles aient vraiment envie de se surpasser, quoi. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant et je trouve que c'est en tout cas une belle orientation que c'est en train de prendre. Mais voilà, il faut que tout le monde puisse grandir avec l'avancée un petit peu de ce goût pour le rugby féminin aussi, quoi. Alors une belle avancée notamment du rugby féminin depuis pas mal d'années et notamment la saison prochaine avec cette poule unique à 10 équipes. Alors avant de clôturer notre interview, une avant-dernière question justement pour parler et pour rebondir sur cette nouvelle poule. Quels sont vos objectifs pour la saison prochaine? Vincent, Manon? Vincent, je t'en prie. Ouais. Allez, les objectifs des coachs. On est dans la continuité. Je vais te dire les objectifs, en tout cas, du staff à l'heure actuelle. Après, tu vois, je vais pas trahir tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Évidemment, on construira tout ça ensemble avec les filles. Mais nous, il est évident qu'on souhaite pouvoir vivre des phases finales chaque année. Donc là, il y a un nouveau championnat. Il va falloir être vigilant à comment bien appréhender ce nouveau championnat, des matchs sans les internationales sur des doublons, des matchs, un nombre de matchs, des blocs de 3 matchs, voilà, enfin bref, une nouvelle organisation. Donc l'objectif numéro 1, c'est bien digérer ce format. L'objectif numéro 1 prime, c'est évidemment d'aller retoucher les phases finales. Et puis après, s'il y a d'autres objectifs, on le construira avec les filles en fonction de notre avancée dans la saison. Manon, tes objectifs à toi ou même du groupe? Alors, j'imagine qu'ils sont assez similaires à Vincent. Ils sont similaires, je veux pas te mentir, ils sont vraiment similaires. Quand on a joué des matchs comme ça cette saison, surtout avec une fin de saison aussi exaltante, on a envie de retoucher à ça. Donc on fera tout, on mettra tout en œuvre pour aller retoucher les phases finales, pardon. Après, on reste quand même dans l'inconnu, hein. On est un peu sur l'attente de voir comment se passe la saison prochaine, parce que c'est vrai que voilà, il y a plein de petites nouveautés malgré tout. Donc ça va être un chouette championnat, mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc réponse l'année prochaine. Réponse l'année prochaine. On suivra ça bien sûr de très très près pour ce nouveau championnat d'élite féminine, donc à une poule unique à 10 équipes. Alors, question qu'on pose à tous nos invités. Pouvez-vous nous faire partager votre meilleur souvenir dans le rugby? Vous avez droit à 2 souvenirs si vous voulez. on voit que ça réfléchit, Vincent.
Mon meilleur souvenir d'entraîneur, c'est pas très très compliqué, hein. Il date de 2021. C'est quelque chose qui restera gravé, mais surtout pour les gens avec qui j'ai vécu ça, et puis pour tout ce que ça représentait dans une année qui avait été compliquée. Et comme quoi, un beau signe du destin, me donner un peu le sourire. J'oublierai jamais ça, même si c'est génial chaque année, mais cette année-là, voilà, elle a été particulière. Donc en tant qu'entraîneur, ça sera ce souvenir de la victoire en finale. Donc avec ce titre en 2021. Ouais. Manon, ton plus beau souvenir? Il y en aura d'autres, hein. Il va y en avoir d'autres, hein, Vincent et Manon, hein. On rassure tout le monde, il y en aura bien d'autres, hein. Mais là, c'est le souvenir actuellement, à jour J. Hein. Ouais, comme je disais, j'aurais dû prendre la parole la première parce que je pense qu'on est sur la même chose. Ouais, pour moi, ce sera la même chose. Ça sera ce titre en 2021. Vraiment, ça a été la consécration de plusieurs années en haut niveau. Et puis, 4 ans avant, on était en Élite 2. Et en 4 ans, on vient chercher le titre de championne de France. Avec une année un peu compliquée aussi rugbystiquement, des hauts, des bas. Et puis finalement, on va chercher ce titre contre Blagnac, à Blagnac, avec vraiment. Franchement, en termes de conditions, il ne pouvait pas y avoir grand-chose de pire à la base. Vraiment, avec un échauffement sous des torrents de pluie. Et on se dit, vraiment, il y a Fabrice qui nous dit, je crois qu'il nous manquait que ça, quoi. Les conditions météo, il nous manquait que ça. Donc, maintenant, c'est la guerre. Et on s'est fait la guerre pour aller chercher ce souvenir qu'on a plaisir à repartager ensemble très souvent. À des petites anecdotes du match, de l'après-match, surtout de l'après-match, avec une semaine très très festive. Voilà, donc c'est vraiment un ensemble, c'est pas que le match et le titre, c'est vraiment tout ce qui a suivi et tout l'engouement qu'il y a eu autour. Pour la petite anecdote, quand on rentre à Romagna, donc dans la nuit, donc le lendemain matin, on était toujours en train de faire la fête, et puis du coup on va un bar partenaire qui nous attendait. Et les papis, mamies allaient, en fait, ça reste un petit village, Romagna, les papis, mamies allaient acheter des bouquets de fleurs parce qu'en fait, la montagne n'était pas là, ils étaient en grève ce jour-là, il n'y avait pas le journal local. Du coup, au lieu de nous amener la montagne avec notre article dans les journaux, ils allaient nous chercher des bouquets de fleurs. Enfin, vraiment, beaucoup de proximité, beaucoup de souvenirs comme ça qui font que, voilà, la semaine qui s'est construite après la finale, elle a été quand même assez chouette en termes d'émotion, en termes de partage. Et donc, ça fait partie du souvenir global, quoi. Avec ce joli souvenir de supporters et de supportrices qui vous amènent donc des bouquets de fleurs. Avez-vous... Voilà. Eh ben oui, c'était en tout cas un très beau souvenir, très original, et c'est bien en effet si en plus il y avait la grève sur la presse La Montagne, la presse écrite. Avez-vous un message à faire passer à vos supporters? Alors un message, c'est un peu compliqué comme question. Non, juste de continuer à venir, à venir nous suivre. Merci pour tout l'engouement qu'ils ont pour nous. Déjà, d'abord, merci. Je crois que c'est le mot principal qu'il faut leur faire passer. C'est merci d'être là et nombreux chaque week-end un petit peu plus. D'être aussi avenant et de pas avoir peur de venir, entre guillemets, à notre rencontre parce qu'en fait, finalement, on reste des gens simples et faciles d'accès. Donc, de continuer à venir nous partager leurs émotions avec nous parce que en fait ça nous fait du bien de sentir la fraîcheur ce qu'on transcrit, donc ça c'est trop bien. Et puis de continuer de venir avec nous et de venir nous supporter l'année prochaine encore un peu plus nombreux s'il faut. Et puis je suis certaine qu'on a encore plein de choses à partager avec eux, donc voilà, j'ai déjà hâte d'être là la saison prochaine et voilà. Vincent, un petit mot pour les supporters? Moi, je compléterai, pareil. En tout cas, je dirais, continuez d'en parler autour de vous. Parce que moi, c'est quelque chose qui me marque un peu. C'est que j'ai l'impression que les gens se disent allez, viens, on a passé une bonne après-midi, c'était sympa, il y avait une bonne ambiance. On essaye de. Attention, hein, ça reste très simple, mais on essaye que les gens viennent passer un bon moment. Des petits aux
aux plus âgés. Donc voilà, continuez d'en parler autour de vous et continuez en tout cas, et merci aussi, mais d'être présent au rendez-vous. Voilà, je me souviens de la semaine où on voyait les scores augmenter du nombre de spectateurs qui avaient réservé pour le Michelin. Et quand le mercredi, il y avait déjà 4000 ou 5000 personnes qui avaient déjà réservé, enfin, pour nous, vous imaginez, je vois encore plus pour Fabrice, pour Manon, qui a vu ça évoluer. Et moi, je le vois évoluer quand même depuis 6 ans aussi. Se dire qu'il allait avoir 5000 personnes pour venir voir un match de rugby féminin il y a 5 ans de ça, c'était une belle blague. Aujourd'hui, voilà, on se rend compte que les gens, quand on réunit les éléments, répondent présent. Et donc, j'espère qu'on arrivera à le faire encore d'autres fois. Eh bien, en tout cas, on sera là aussi pour venir vous voir quand vous passerez à Lyon. On n'a pas encore je crois que c'est le 15 juillet, c'est ça? Il me semble que ça sort le calendrier. Oui, grosso modo, ouais, après l'Assemblée Générale de la Fédération qui est en train de se lancer là, du côté de Poitiers. Voilà, donc on suivra ça et on l'indiquera bien sûr en ligne pour venir encourager l'ASM Romagna à Lyon ou même dans d'autres villes en France, puisque il y a quand même 9 matchs, enfin du coup 18 on compte double bien sûr, mais en tout cas il y aura 9 équipes en plus de la vôtre dans ce championnat, donc il y aura de quoi faire. Il y a des belles rencontres en tout cas qui sont envisagées pour cette rentrée. Merci à vous, merci Manon, merci Vincent pour ces beaux échanges et d'avoir pris le temps bien de répondre à mes questions. C'est toujours avec plaisir. Merci beaucoup. Et on suivra ça bien sûr de très très près. Et puis on se dit à très bientôt et donc à la rentrée de septembre pour la reprise du championnat, même si je pense que la préparation physique et les entraînements sont bien plus tôt pour vous. Oui, tout à fait. On aura recommencé sur début août, mi-août. Ouais. Eh bien super. En tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Merci à vous. À très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes de retour avec nous et c'est le moment de connaître le prochain programme du week-end dans notre dernière chronique, programme à venir. Vacances d'été oblige, pas de programmation sportive pour nos sections école de rugby et loisirs. Notre équipe senior A7 sera présente au Circuit Seven de Bruxelles ces 6 et 7 juillet et le 13 juillet à Toulon. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Hugo et merci Raphaël d'avoir été avec nous à l'émission. De rien, merci à toi. Merci Nico. C'était la dernière de la saison. On se retrouve donc à la rentrée pour de nouveaux épisodes riches en actualités sportives. Passez toutes et tous un bel été et d'ici là, jouez au rugby.